La nuit tombait en cette veille de Noël, et les phares de la voiture avaient du mal à éclairer la route. C'était ce moment particulier où tout devient gris, tout semble se dissoudre. La lumière était encore présente, mais la clarté n'était déjà plus. Il avait beaucoup neigé la veille, et ce soir, un fin grésil recommençait à tomber. La chaussée, bien que dégagée, était en train de disparaître. La voiture progressait sur cette petite route de campagne déserte, petite bulle de chaleur, de lumière et de musique, parcourant un chemin blanc au milieu de la forêt. Au volant, Eira était également dans sa bulle, absorbée dans ses pensées. Elle pensait à la fête de Noël où elle se rendait. Elle serait en retard et inventerait probablement une excuse amusante qui déclencherait les rires de ses collègues de travail, et un regard, peut-être plus grave, de ses vrais amis qui devineraient le petit mensonge. Elle aurait aimé être avec Gabriel, son compagnon. Elle aurait aimé la promesse qu'il fût là ce soir, être rassurée par sa présence, entendre sa voix familière, croiser son regard qui la cherchait, pour finalement la découvrir juste elle. Elle aurait aimé qu'il soit ce soir dans la même pièce. Mais elle savait que c'était impossible. Il était en voyage au Japon et n'aurait pas pu rentrer pour Noël même s'il l'avait voulu. S'il l'avait voulu. Quelque chose se serra dans son ventre. Comment allait-elle le lui dire ? Il allait être déçu forcément. Mais elle ne parvenait pas à éprouver la même déception, et cela créait quelque chose de faux entre eux. Elle repensa à son enfance, à l'Écosse, son pays d'origine, à sa grand-mère. Qu'aurait fait cette dernière ? Qu'aurait-elle pu dire à Eira, petite fille d'alors, devenue femme aujourd'hui ? Sa grand-mère lui manquait. Elles auraient eu tant de questions l'une pour l'autre aujourd'hui. Soudain, elle eut besoin d'ouvrir toutes grandes les vitres, ce qu'elle regretta aussitôt, car elle ne s'attendait pas à un air aussi vif. Mais il était trop tard, c'était la nuit de Noël, et il est dit que cette nuit-là, nos pensées ont un pouvoir magique. Avec la neige et le froid, la présence de la forêt s'engouffrait dans l'automobile, alors que son téléphone se mettait à bourdonner sur le siège passager. Elle détourna brièvement le regard pour lire le message. Quand elle posa à nouveau les yeux sur la route, le lapin était là, debout, immobile, à quelques dizaines de mètres devant la voiture. Elle freina. La voiture tournoya sur la route glissante, une fois, puis une deuxième fois, avant de tomber dans le fossé et de s'immobiliser, plutôt en douceur, vu les circonstances. Encore cramponnée au volant, à moitié assommée par l'airbag qui pendait maintenant devant elle, Eira laissa lentement l'air sortir de ses poumons. Son corps avait parfaitement réagi, il s'était gainé pour absorber le choc et elle n'était pas blessée. La voiture était sur le côté. Elle ne pourrait pas l'extraire du fossé, cela elle en était sûre. Elle chercha le téléphone mobile qui aurait dû se trouver sur le siège, mais il n'était plus là. Il faisait sombre maintenant et il n'y avait plus de lumière dans la voiture. Eira chercha à tâtons, mais dut se rendre à l'évidence au bout d'un bon moment. Le téléphone avait dû être éjecté. Le retrouver dans la nuit serait maintenant impossible. Elle agrippa son manteau, son bonnet, puis sortit du véhicule. Cette route était peu fréquentée, et qui plus est la nuit de Noël, les chances de croiser rapidement de l'aide n'étaient pas bonnes. Elle était encore à environ 8 kilomètres du prochain village, sa destination, et il lui faudrait environ 2 heures pour parcourir cette distance à pied en longeant la route. En revanche, en regardant vers l'est, elle pouvait voir une lueur orangée se refléter dans les nuages bas. C'étaient les lumières du village. Elle se dit que peut-être, en coupant à travers la forêt,
Cela n'était pas si loin et qu'elle pouvait y être dans une trentaine de minutes. Arrivée à la fête, retrouver la chaleur d'une maison, la présence de ses amis, cette perspective la séduisait. Elle décida d'oublier qu'elle ne connaissait pas la forêt, qu'elle était mal chaussée, qu'il faisait nuit et que le fin grésil était en train de se transformer en petits flocons. Mais tout cela ne serait bientôt qu'un mauvais souvenir, une histoire de forêt, de lapins et de voitures en panne que l'on raconte en buvant un café. Elle quitta le chemin blanc pour s'avancer dans la forêt en direction de la promesse rassurante des lueurs de lampes au sodium. La forêt silencieuse l'accueillit. Au début, elle progressa vite et elle se dit qu'elle avait eu raison de faire ce choix. Mais bientôt, la végétation s'épaissit et le terrain devint plus vallonné. La neige était épaisse dans le sous-bois et il fallait faire attention où l'on mettait les pieds. Elle progressa pendant 20 minutes avant de comprendre qu'il ne serait peut-être pas si facile de rejoindre le village. Elle n'avait maintenant de toute façon plus le choix, sans lumière, sans GPS. Elle ne pouvait pas retourner sur la route. Alors qu'elle arrivait en haut d'une butte, elle entendit le murmure d'un ruisseau en contrebas. La descente s'avéra périlleuse, la neige cachait les pierres, maintenant plus nombreuses, mais aussi les racines épaisses des arbres qui bordaient le ruisseau. Elle déboucha dans un espace dégagé plus lumineux, probablement une clairière. Cette pensée lui redonna confiance et elle pressa le pas. Ce fut une erreur car son pied dérapa sur une grosse pierre ronde cachée sous la neige. Son corps partit en arrière, heurtant la pierre au passage. Puis elle glissa vers l'avant, tandis que sa jambe droite s'engouffrait dans une cavité au pied d'un gros arbre. Le fond du trou stoppa net sa chute, le choc lui fit mal au genou. Elle voulut aussitôt se relever, mais sans y parvenir. Sa jambe s'était coincée, entravée dans les racines et les pierres. Malgré la douleur à son genou, elle essaya de tirer, de secouer, de tortiller sa jambe. Mais rien n'y fit. Elle était bel et bien bloquée. Elle était furieuse. Jamais elle ne parviendrait à la fête à temps maintenant. La vie s'acharnait contre elle. D'abord le lapin, puis son téléphone, et maintenant cette pierre et son pied. Sa situation n'était pas désespérée. Elle était bien habillée. Mais si elle n'arrivait pas à dégager son pied, elle préféra ne pas y penser. Si mes amis ne me voient pas arriver et ne peuvent pas me contacter, ils vont s'inquiéter et peut-être faire la route. Ou un automobiliste va remarquer ma voiture et donner l'alerte. Après une journée de travail, le stress de la sortie de route, la marche dans la forêt, elle était épuisée. C'était beaucoup. Elle avait soif. Elle prit un peu de neige qu'elle mit dans sa bouche. Cela lui fit du bien, et tandis que la neige fondait, elle se laissa aller doucement sur le dos. Son regard longea le tronc de l'arbre qui retenait sa jambe, puis monta jusqu'aux branches nues qui se détachaient plus sombres sur le ciel nuageux. La neige l'enveloppait. Elle voyait les flocons descendre lentement et sentait dans son dos et derrière sa tête le doux matelas qui se tassait sous le poids et la chaleur de son corps. Elle rajusta son bonnet, son manteau, et plaça ses mains dans ses poches, à l'abri du froid. Son corps était en train de se détendre. Lui, il semblait apprécier cette pause, l'eau fraîche, le contact avec le sol, la présence de la neige et de la forêt. Elle n'était pas du même avis, mais contre toute attente, elle aussi goûta l'instant. Elle était immobile, le visage tourné vers le ciel, son dos contre la terre, et sa relation avec le lieu commençait à se modifier. Tout d'abord, elle se rendit compte qu'elle entendait l'eau. Le murmure du ruisseau tout proche, les gouttes qui tombaient de l'extrémité des branches, l'impact cotonneux des flocons lorsqu'ils touchaient le sol autour d'elle. L'eau était partout, dans chacun de ses sens. Elle l'enveloppait de sa présence. Elle ferma les yeux.
Elle se revoyait dans sa voiture au volant. C'était comme se voir dans un rêve, un film, avec soi comme acteur principal. Elle était filmée de très près, elle observait son propre visage, ses yeux, concentrés sur la route. L'eau était là dans son regard, mais aussi dans cette fine brume pleine de préoccupations qui semblait flotter autour d'elle. Sa conduite esquissait une onde sur la route qui se prolongeait vers l'ailleurs bruyant d'une fête, de ses relations, de son travail. C'était comme percevoir la pulsation de son existence. À présent, le cadre s'élargissait et elle voyageait dans sa vie. Elle était enfant en Écosse. Sa grand-mère lui préparait un chocolat chaud, puis jeune fille immigrante arrivant en France. Ensuite, étudiante en psychomotricité, seule, sur les bancs d'une université. Là, elle souriait à son premier amour. Elle découvrait avec délice que son cœur pouvait battre pour un autre. Après, ce fut le regard de Gabriel en train de lui dire qu'il l'aimait, et enfin, les yeux de cet enfant qu'elle n'allait pas pouvoir lui donner. Ainsi, c'était cela une vie. La pellicule s'achevait sur l'image d'un lapin blanc et d'une voiture dans le fossé. Sans raison, elle pleura. L'eau, sans doute. Elle était immobilisée là, telle une pierre posée sur la terre, hors du temps. L'eau autour d'elle cessa d'être ce mouvement, la fuite d'une vie qui file à toute allure, ce flot de préoccupations, de joie et de déception. L'eau autour d'elle, c'était maintenant les bras de la forêt, le silence de la nuit, la douceur de la neige. Elle s'était arrêtée et le torrent s'était transformé en doux murmure d'une forêt qui, immobile, accueillait les flocons du ciel. Eira ignorait combien de temps elle avait fermé les yeux, mais un bruit sur sa gauche, derrière sa tête, la fit sursauter. Elle retint son souffle et écouta. Elle l'entendit à nouveau. C'était un pop dans la neige, suivi d'un léger pshh, comme un frottement, et cela se rapprochait. Pour se retourner, il aurait fallu qu'elle se relève et s'assoie, ce qui était loin d'être discret. Elle préféra donc ne pas bouger et attendre. Le bruit reprit, plutôt régulier. Quand il fut assez près, elle osa tourner lentement la tête sur sa gauche. La maman lièvre, occupée à faire son tour habituel dans la clairière, n'avait pas remarqué Eira. Lorsque cette dernière bougea, elle la vit, se figea, telle une statue. Eira regardait la hase, et la hase regardait Eira. Elles étaient toutes proches et se découvraient l'une et l'autre. À la faible lumière qui baignait la clairière, Eira observait une petite lièvre au pelage blanc qui respirait vite. Elle avait visiblement peur, ses oreilles dressées, son nez frémissait de toutes parts. Eira, quant à elle, restait immobile pour ne pas l'effrayer. La présence du petit animal donnait tout à coup une autre réalité à la clairière. Des souvenirs ressurgissaient. Elle était chez sa grand-mère, le soir, sur le canapé, regardant le feu, bercée par le bruit de la machine à coudre. Elle savait qu'il lui faudrait bientôt aller se coucher et qu'alors elle n'aimerait pas se retrouver seule dans sa chambre, éloignée de cette bulle de lumière et de chaleur. Mais un soir, alors qu'elle allait se coucher, Gwirtan, sa grand-mère, lui avait donné une peluche, un lapin blanc qu'elle avait elle-même confectionné. Comme si elle avait pu lire dans ses pensées, la vieille femme en l'embrassant lui avait murmuré « Garde-la près de toi. Elle connaît les secrets de la famille. Avec elle, où que tu sois, tu seras toujours à la maison, dans ton foyer, auprès de ceux que tu aimes. » Pop, psh. Rassurée par le calme d'Eira, la lièvre avait repris son chemin dans la clairière. Elle ne prêtait plus attention.
à Eira qui pouvait maintenant la suivre du regard. Il émanait d'elle une fragilité et en même temps une force dont elle ne parvenait pas à saisir la nature. Tout son être, ses mouvements, était une évidence simple. Elle se tenait là, calligraphie posée sur la neige. Et elle était belle. Eira, allongée sur le sol, observait l'animal finir de croquer un jeune bourgeon. En cette nuit de Noël, c'était toute la forêt qui lui ouvrait une porte sur la pureté de la nature. Et son œil émerveillé entrait dans une autre réalité. Elle voyait, par l'eau, ruisseaux, gouttelettes, flocons de neige et cristaux de glace. Tous faisaient écho à la pureté des mouvements du lièvre au pelage blanc. Et cette même eau, en même temps fluide et universelle, vibrait, dansait, pour insuffler une vie entière, parfaite, à l'animal. La hase était fragile, craintive, timide. Mais sa maison était la calme réalité de cette clairière, et sa force était d'être avec ce bonheur, d'être juste, d'être simplement dans les bras de la forêt, dans l'œil bienveillant de l'eau. La mère lièvre s'arrêta. Elles se touchèrent du regard et Eira eut l'impression que la hase lui parlait. Mon foyer est cette forêt. Mon gîte est un simple creux, à l'abri d'un rocher, tout proche. Je l'ai formé dans la terre et tapissé de feuilles. Ma vie est ici, et je suis seulement cela. Mais toi, qui es-tu? Où se trouve ton foyer? Quelle est ta famille? Son foyer, c'était un appartement en ville. Son quotidien, c'était pour l'instant son travail. Les personnes âgées qu'elle aidait à ne pas sombrer dans un lac d'oubli en les raccrochant à la réalité du mouvement de leur corps, à la conscience de leurs sens. Il y avait également ses collègues, quelques amis, et puis Gabriel, bien sûr. Mais elle réalisait que rien de tout cela n'éveillait d'écho dans l'eau de sa vie. Elle était encore comme cet enfant seul, se rappelant la lueur du feu, la chaleur du séjour et l'affectueuse présence de sa grand-mère. Son quotidien n'était plus vivant, mais elle n'avait pas la force de se lever, de pousser la porte pour rejoindre son foyer. Ces années l'avaient éloignée d'elle-même, elle avait fini par confondre douceur et confort, calme et indolence. Elle avait laissé l'eau de sa vie devenir désir, illusion, mirage. La hase tout à coup se figea, puis le temps d'une respiration, elle détalait. Juste après, Eira entendit le bruit d'un moteur, puis elle vit les lueurs bleutées et intermittentes d'un gyrophare se refléter dans les branches. Des hommes arrivaient. Quelqu'un avait dû découvrir son véhicule, peut-être même son téléphone portable, et appeler les secours. Il devait maintenant la chercher. Elle ne serait pas facile à repérer là où elle était. Elle devrait crier pour qu'il la retrouve. Mais elle hésitait. Elle sentait que si elle appelait les secours, elle allait interrompre quelque chose. Elle repensa à la parole de sa grand-mère au sujet du lapin. Elle connaît les secrets de la famille. Si elle se signalait maintenant, elle allait rater l'occasion de cette promesse. Elle allait rejoindre le mirage de sa vie et perdre le lien avec cette clairière, cette eau, cette famille. Les bruits s'estompèrent et les lumières disparurent. Il était de toute façon trop tard à présent, on devait la chercher ailleurs. L'espace d'un instant, elle eut un regret. Elle remua sa jambe pour vérifier, mais son pied restait coincé entre les racines. Elle était une jeune femme de 27 ans perdue dans la forêt, seule, immobilisée dans la neige en pleine nuit. Elle aurait dû avoir peur, mais au lieu de cela, elle repensa à sa rencontre avec la hase blanche. Elle songea à sa grand-mère, à l'Écosse de son enfance,
à sa chambre froide, à ce foyer qu'elle savait être derrière la porte. C'est à ce moment-là qu'il se mit à vraiment neiger. La clairière entra dans un silence, sans plus aucun souffle, et tout l'espace s'emplit de gros flocons. Eira tourna son visage vers le ciel pour contempler les flocons de neige qui descendaient vers elle. Ils se posaient doucement sur son front, ses joues, ses lèvres, ses yeux. Lorsque le flocon glacé entrait en contact avec sa peau, il se modifiait. La chaleur pénétrait dans la délicate structure géométrique et la faisait vaciller. Le flocon fondait sur lui-même pour donner naissance à une goutte qui, devenue lourde comme une larme, coulait sur son visage pour ensuite rejoindre la terre. L'eau lui montrait un chemin. Elle n'était plus seulement l'œil qui regardait, elle était une force animatrice, un mouvement de perpétuelle transformation. Chaque flocon de neige était une architecture parfaite, unique, cristalline, formée de l'eau du ciel, de la lumière des étoiles et de la gravité terrestre. Chacun était comme un enfant à naître descendant vers la terre, une calligraphie précise qui prenait un corps désireuse d'écrire sa destinée. Eira était un flocon flottant, aérien, au milieu des flocons, multitude venant faire l'expérience de la terre. Chacun toucherait la pierre et connaîtrait la chaleur, fondrait en une goutte afin d'entrer dans le temps. Chaque vie pourrait alors s'écouler et serait une histoire, une rencontre. Eira repensait à ces vieillards qu'elle aidait, réconfortait, jusqu'au terme de leur vie, parfois jusqu'au bout de leur mémoire. Ils avaient tous un jour été comme ces flocons parfaits, devenant gouttes pour s'unir à la terre. Leurs mains avaient touché les pierres, elles avaient œuvré, elles avaient libéré ou enfermé. Afin de réveiller en eux la mémoire de la vie par le mouvement, elle avait coutume de leur prendre les mains et aimait à ce moment-là les regarder dans les yeux. En chacun des êtres qu'elle avait accompagnés, elle avait pu contempler ce bonheur, cet émerveillement d'être vivant, d'avoir connu, même brièvement, la liberté, d'avoir retrouvé le lien, d'être authentique, de s'éveiller. Avec l'eau, la pierre se muait en œil, et l'œil pouvait embrasser la clarté, voir la splendeur. Alors naissait une larme de gratitude, d'extase, de joie. Le soleil touchait l'eau, et l'eau éveillée, vivifiée par la lumière, s'allégeait pour devenir vapeur, parfum, et monter vers le soleil. L'eau était au-delà de la vie et de la mort, elle était révélation, elle était l'amour en action, le pardon, l'infinie patience. Eira était encore cette fillette allongée dans son lit, se laissant engloutir par la nuit. Elle serrait contre elle sa peluche. La hase lui avait montré un chemin. Il y avait en Eira ce flot de force et de douceur qu'elle ne voulait plus ni réprimer ni contenir et qu'elle laissa se déployer. L'enfant se levait, posait ses pieds nus sur le sol froid, puis trouvait le courage de traverser l'espace sombre qui la séparait de la porte, qui en fait n'était pas fermée. Il lui avait juste fallu la pousser pour qu'elle s'ouvre sur le salon où se trouvait maintenant le foyer. Gwyrtan, sa grand-mère, occupée à coudre devant la cheminée. Dans la forêt, la neige avait cessé. Le temps se dégageait rapidement, les nuages bas, laissant place à un ciel indigo empli d'étoiles. La lune apparaissait et sa blancheur faisait briller chaque goutte d'eau
chaque cristal de glace d'une lumière argentée. Une biche entra dans la clairière. L'animal tourna la tête et considéra la jeune femme. Elle semblait sourire. « Alors te voilà. Je suis contente de te voir. Ça y est, tu as enfin trouvé la force de pousser la porte. Il t'en a fallu du temps. » La biche cheminait lentement en direction du milieu de la clairière. Eira était touchée par sa grâce et par sa beauté. Éclairée par la lune, elle était majestueuse, une écriture parfaite. Tout autour d'elle paraissait touché par une onde de paix, immergée dans le grand calme de sa présence. Même la lumière de la lune lui faisait une place et semblait l'accompagner. L'esprit de la biche, ou était-ce celui de grand-mère Gwyrtan, peut-être un peu des deux, s'adressa à elle. L'eau est vivante. Elle est une au-delà de l'eau physique. Elle est celle qui nous unit et nous protège. Elle apporte la consolation et nous donne cette force de toujours recommencer. Elle est la conscience d'être, l'œil, c'est-à-dire celle qui à la fois enfante et aussi celle qui accepte de naître afin de faire l'expérience de la vie. Toi, tu es une goutte, une partie d'elle, pure et transparente. Tu es une terre, une possibilité d'être. Tu es une fleur, le potentiel d'un corps de beauté. Tu es un animal, une écriture, une danse, un chant unique, libre, qui peut entrer dans le sublime. Écoute, Eira, l'eau-mère est bien plus que cela. L'eau porte le souvenir, la présence de la source qui donne la vie. Tu es né d'une mère qui est elle-même née d'une mère. Tu es l'eau, nous. Aujourd'hui et pour chaque moment de ta vie, tu es la réalité d'une source qui retourne vers l'océan. C'est une grande responsabilité, car dans l'eau de ta vie coulent bien sûr tes ancêtres, mais aussi toutes les montagnes qui les ont protégés, les arbres qui les ont abrités et nourris, les fleurs qui ont embelli leur vie, et enfin les animaux qui les ont entourés et inspirés. Tout cela sont ta famille. Eira se revoyait fillette, assise sur le sol de la cuisine, dialoguant avec sa peluche blanche. Son père était parti en voyage et ces séparations lui causaient de la peine. Elle avait pleuré toute la matinée et parlait maintenant de papa à son lapin. Gwyrtan, occupé à préparer le repas, s'était alors interrompu et lui avait montré comment nouer un morceau de fil de laine rouge autour du cou du lapin afin de protéger son père durant le voyage. Elles étaient ensuite toutes les deux allées dans la forêt pour attacher l'autre moitié du fil de laine à une branche de houx. Quand son père était revenu quelques jours plus tard, elle avait bien sûr enlevé le bout de laine du lapin, mais elle n'était jamais retournée dans la forêt, voir l'arbre. Eira comprenait maintenant qu'il existait un autre temps que celui de sa vie quotidienne, un temps plus végétal, où les êtres formaient une famille à travers les cycles, au-delà de la vie et de la mort, et même par-delà les règnes. En cette période de Noël, alors que le monde végétal semblait en sommeil, Racines et Pierre étaient en pleine concentration. La biche avait repris sa marche dans la clairière, et à chaque fois que son sabot se posait délicatement sur la neige, l'animal relevait la tête.
À chaque pas, la terre, les racines, les pierres, accueillaient l'eau blanche de la lune comme une force nouvelle et nourricière. Au fur et à mesure qu'elle marchait, Eira pouvait voir des branches se développer au-dessus de la tête du cervidé, d'abord lumineuses, pour devenir progressivement semblables à un feu blanc étincelant, à mesure que la terre résonnait à son pas comme la peau d'un tambour. C'est à ce moment qu'Eira commença à sentir une chaleur végétale monter de la terre et entrer avec douceur dans sa jambe, puis étreindre son cœur. D'instinct, elle laissa son corps faire. Elle plia légèrement le genou en poussant sur son talon, puis inclina délicatement le pied, tirant sur sa jambe tout en tournant sa cheville sur le côté. Grâce aux articulations, sa jambe devenait fluide. Les racines la laissaient passer. Elle, qui la minute d'avant était prisonnière, extirpa simplement son pied de la terre comme s'il avait été dans une botte. Elle était libre. Elle se mit doucement debout et l'animal à la tête de feu vint se placer juste devant elle. Ne t'inquiète pas, Eira. L'eau-mère enfantera à nouveau par toi. Maintenant que tu connais ta famille et ton héritage, il te reste à découvrir tout ce que tu es. Ma fille, le moment est venu de nous quitter. Nous ne nous reverrons pas dans ce temps-ci de ta vie, mais tu n'as pas idée de la joie que nous avons eue de cette rencontre. Je veux maintenant te transmettre un cadeau. La biche sembla gagner encore en dignité, et alors que son visage reflétait la dévotion, comme si elle était absorbée par la contemplation d'une splendeur intérieure invisible, elle exécuta ce qui aurait pu ressembler à une salutation, à un geste d'offrande. Le temps se figea, tout comme le corps d'Eira, et pendant quelques instants elle eut l'impression d'être une pierre et de prendre conscience d'une autre réalité. Puis la biche fut à nouveau une biche et sortit de la clairière pour disparaître dans la nuit. Au nord-est, l'aube commençait à poindre. Eira se rendit compte qu'elle avait oublié pour un court moment ce qui l'environnait, la nuit, le froid et la forêt. Elle mit quelques minutes à réaliser ce qui venait de se passer. Elle devait sortir d'un monde afin d'entrer dans un autre. En dépit de l'heure, elle décida finalement de poursuivre son périple vers le village. La hase, qui était revenue dans la clairière, s'éloignait elle aussi, comme pour lui montrer la direction à prendre. Eira la suivit quelques minutes, puis la perdit de vue, alors qu'elle apercevait les lumières des premières maisons. Elle se retourna pour remercier la mère lièvre, mais celle-ci était partie. Eira repensait à ce fil de laine rouge, peut-être toujours noué quelque part à une branche de houx dans la forêt. Elle murmura « Merci, mère lièvre. Ton gîte est maintenant dans mon cœur. Merci, ma famille. Soyez chacun emplis de la lumière et de la vie de Noël. Soyez illuminés par elle. Merci. » Elle eut l'impression que toutes les pierres dans le sol lui répondaient. Elle marcha dans la forêt durant environ un quart d'heure avant de parvenir au bord d'une route. Elle sauta le fossé et en quelques minutes regagnait le village. En arrivant devant la maison, l'aube se levait, mais les lumières derrière les fenêtres étaient encore allumées. Elle se dit que ses amis devaient s'inquiéter. Elle sonna. Des pas approchèrent trop vite et Gabriel ouvrit la porte.